qui porte sur les dispositions du deuxièmement de l'article 53 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971. Madame la greffière, voulez-vous nous retracer les étapes de la procédure d'instruction? Merci, Monsieur le Président. Le Conseil constitutionnel a été saisi le 2 mars 2017 par un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par M. Olivier Descamps portant sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des dispositions du deuxièmement de l'article 53 de la loi numéro 71-1130 du 31 décembre 1971. Cette question, relative au renvoi au décret pour fixer les règles de déontologie et les sanctions disciplinaires des avocats, a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le numéro 2017-630 QPC. La SCP David Gachignard a produit des observations pour le requérant le 20 avril 2017. Le Premier ministre a produit des observations le 24 mars 2017. Maître François d'Angléan a demandé à intervenir d'une part dans son propre intérêt et celui de Madame Anne Gréco, messieurs Richard Ndemazou, Cheikh Dabo, Simone Guénaud, et d'autre part dans l'intérêt de Monsieur Alexis Dubruel, et a produit des observations à cette fin respectivement les 13 et 16 mars et le 20 avril 2017. Maître Philippe Krikorian a demandé à intervenir et a produit des observations à cette fin les 24 mars et 20 avril 2017. Maître Bernard Kuchukian a demandé à intervenir et a produit des observations à cette fin les 20 mars et 14 avril 2017. Maître Wilfried Paris a demandé à intervenir et a produit des observations à cette fin les 24 mars et 20 avril 2017. Maître Marine Guénin a demandé à intervenir et a produit des observations à cette fin le 23 mars 2017. Maître Christophe Noël Oberdorf a également demandé à intervenir et a produit des observations à cette fin les 24 mars et 20 avril 2017. Le Conseil national des barreaux a demandé à intervenir et a produit des observations à cette fin le 24 mars 2017 et Maître Frédéric Sicard a demandé à intervenir dans l'intérêt de l'Ordre des avocats de Paris et a produit des observations à cette fin le 24 mars 2017. Seront entendus aujourd'hui l'avocat de la partie requérante, les avocats des parties intervenantes et le représentant du Premier ministre. Merci, Madame. Dans les conditions de temps que j'ai rappelées tout à l'heure, nous allons maintenant entendre Maître Jérôme Hercé, qui est avocat Baudron, qui représente M. Olivier Descamps, partie requérante. Maître, nous vous écoutons. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, ce matin, venant siéger, vous avez franchi le seuil du Conseil constitutionnel. Avez-vous levé la tête? Une sphinge s'apprête à dévoiler le droit en répondant à ces 4 questions. Comment accepter que l'on refuse le temps? Comment accepter que l'on refuse la loi? Comment accepter que l'on tolère l'arbitraire? Comment accepter l'inégalité au sein de la famille judiciaire? Ces 4 questions. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, plus particulièrement ses articles 2, 4, 6, 8, mais aussi votre décision, celle du 28 mars 2014, éclaireront votre réponse. Première question. Comment accepter que l'on refuse le temps? Voici ce que vous avez jugé le 28 mars 2014. Considérant en premier lieu que le principe de l'égalité des peines impose au législateur de fixer les sanctions disciplinaires en des termes suffisamment clairs et précis pour exclure l'arbitraire. Faisant écho à votre décision, la doctrine et la Cour de cassation ont constaté que les circonstances de droit étaient nouvelles. Le consensus de votre décision, de votre doctrine, de la Cour de cassation peut-il être remis en cause par les dénis des intervenants? Sans doute pas. Il est donc, me semble-t-il, inutile d'épiloguer sur la nouveauté de la question, elle est acquise. Comment est-il possible, au XXIe siècle, que le bâtonnier de Paris
invoque la radiation de l'avocat M. Linguet, survenu en 1775, pour justifier que rien n'aurait changé et que rien ne devrait changer aujourd'hui. Comment est-il possible que le Premier ministre et le Conseil national des barreaux soutiennent que rien n'aurait changé depuis votre décision du 29 septembre 2011 ? Comment est-il possible encore qu'ensemble, ils éludent l'autorité de votre décision du 28 mars 2014. Permettez-moi à nouveau d'en lire le 6e considérant. En premier lieu, le principe de l'égalité des peines impose au législateur de fixer les sanctions disciplinaires en des termes suffisamment clairs et précis pour éviter l'arbitraire. Deuxième question. Comment accepter que l'on refuse la loi ? Un simple décret fixe les peines disciplinaires qui peuvent frapper un avocat, le réduire à néant en l'empêchant à jamais d'exercer sa profession, le stigmatiser pour toujours en inscrivant sans limite dans le temps sa condamnation à son casier judiciaire. Par là, il est porté atteinte à la garantie constitutionnelle que seule la loi puisse restreindre l'exercice d'une profession. Mais c'est pourtant au visa d'un simple décret que nous pouvons être radiés, que peut être prononcée cette terrible peine de mort civile. Un simple décret, c'est-à-dire un acte de gouvernement. En serions-nous restés au temps où M. Cambacérès recevait ce courrier ? Mon cousin, je reçois un projet de décret sur les avocats. Il n'y a rien qui donne aux grands juges les moyens de les contenir. J'aime mieux ne rien faire que de m'ôter les moyens de prendre des mesures contre ce tas de bavards, artisans de révolution et qui ne sont inspirés presque tous que par le crime et la corruption. Tant que j'aurai l'épée au côté, je ne signerai jamais un décret aussi absurde. Je veux qu'on puisse couper la langue à un avocat qui s'en sert contre le gouvernement. C'était signé Napoléon. Il est temps aujourd'hui de poser l'épée de Napoléon pour lui préférer le glaive de la loi. Pour moi, c'est une énigme, celle que l'on puisse refuser à mes confrères la protection de la loi. Une énigme que ceux qui ont le devoir de représenter et de défendre notre profession puissent préférer un acte de gouvernement à une loi. Je me réfère ainsi à l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit et légalement appliquée. Troisième question. Comment accepter que l'on tolère l'arbitraire ? Les avocats peuvent être condamnés pour ne pas avoir respecté le règlement intérieur national, dont certains textes sont repris par décret, d'autres non. En matière de discipline, la doctrine de référence est celle des bâtonniers Adair et Damien, qui ont écrit à ce propos le respect du serment de l'avocat sous cette incrimination relativement vague, et ajouté certaines décisions sont d'une incertitude de termes, certaines décisions sont d'une grande incertitude de termes. Autrement dit, l'absence de lien entre les peines et des incriminations aussi vagues que le manquement à la délicatesse fait que nos décisions sont arbitraires. Or, le 6e considérant de votre décision du 24 mars 2014 doit être rappelé. Le principe de l'égalité des peines impose au législateur de fixer les sanctions disciplinaires en des termes suffisamment clairs et précis pour exclure l'arbitraire. Nos décisions disciplinaires, vagues, sans échelle des peines, sont arbitraires, et en cela, il est porté atteinte au droit à la sûreté, à la sécurité juridique, mais aussi aux garanties d'un procès équitable. Comment le vague et l'échelle et l'absence d'échelle des peines pourraient-ils exclure l'arbitraire ? Comme avocat, défendant mes confrères, cela est depuis toujours
une source d'indignation. Comme bâtonnier, cela m'a toujours été une source d'insatisfaction. Comme membre du Conseil national des barreaux, j'ai toujours regretté que notre Assemblée élude la question. Aujourd'hui, médiateur national de la profession d'avocat, j'espère que nous pourrons tourner ensemble cette page de l'arbitraire. Et je renvoie votre Conseil à 2 articles de la Déclaration universelle, l'article 2 et l'article 7. Nul homme ne peut être accusé que dans des cas déterminés par la loi. 4e et dernière question. Comment accepter l'inégalité au sein de la famille judiciaire? La famille judiciaire réunit des intervenants au statut distinct, fonctionnaires, officiers ministériels, officiers publics, professions réglementées. Qu'ils portent la robe ou qu'ils ne la portent pas, greffiers, juges, avocats, contribuent à la même fonction régalienne essentielle, la justice. Leurs sanctions disciplinaires ressortent toutes de la loi ou d'ordonnance à valeur législative, toutes, sauf celles des avocats. Il n'existe pas de motif légitime à cette différence de traitement, a fortiori entre ceux revêtus d'une même robe d'audience. La loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et prévoit en son titre premier, création, organisation de la nouvelle profession, et définit ce que nous sommes, des auxiliaires de justice. Plus encore, juges et avocats peuvent se substituer les uns les autres. 2 exemples. L'article L212-4 du Code de l'organisation judiciaire prévoit que les avocats peuvent être appelés à composer ou à compléter, à suppléer les juges devant un tribunal de grande instance. L'article 16 de la loi de 1971 prévoit quant à lui que dans les barreaux, le nombre des avocats inscrits au tableau est inférieur à 8, et ces barreaux qui n'auraient pas usé de la faculté de se regrouper, alors les fonctions de conseil de l'ordre sont remplies par le tribunal. Nous pouvons donc nous substituer. Cette consubstantialité des avocats à l'œuvre de justice s'oppose à ceux qui portent la même robe et participent d'une même justice, soient traités différemment. Il y a là une atteinte au droit et à l'égalité. Quelle serait cette famille judiciaire s'il demeurait cette inégalité? Avant que le représentant du Premier ministre prenne la parole pour nous expliquer que rouge sur rouge, rien ne bouge, et que votre décision de 2014 est sans conséquence. Avant la prise de parole de mes confrères qui vivent douloureusement les incertitudes de notre discipline, permettez-moi de décrypter l'intervention volontaire de l'Ordre de Paris. Le bâtonnier aurait pu intervenir en son seul nom. Pourtant, il a choisi de faire croire qu'il agit au nom de l'Ordre. En réalité, l'Ordre n'a débattu de rien, pas plus que le Conseil national. En revanche, un ancien président du Conseil national des barreaux, qui avait soutenu la même cause en 2011, vient de publier chez Dalloz un ouvrage, La grande transformation des avocats. Et on en lit ici. Les organes représentatifs de la profession, maître, s'il vous plaît. Je vais conclure. Merci. Devront aussi réformer leur mode de régulation, principalement la discipline. Notre profession aspire à une discipline garantie par la loi. Certains de nos représentants s'accrochent à ce qu'ils vivent encore comme des privilèges. Mais les développements subsidiaires du bâtonnier de Paris, qui vous demandent d'aménager les conditions de l'abrogation de l'article 53 de la loi, autant que l'annonce à intervalles réguliers par le Conseil national des barreaux de la discipline des avocats, sont la preuve de ce que notre profession est prête à accueillir, la légalité des peines disciplinaires. Monsieur le bâtonnier, intervenant, entre la radiation de l'avocat Linguet en 1775 et aujourd'hui, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 a été proclamée. L'auriez-vous oublié? Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, Concluez, s'il vous plaît. vous êtes les gardiens de notre Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, autant que de notre Constitution. Je vous demande donc de juger que l'article 53 de la loi du
31 décembre 1971 portant réforme des professions judiciaires, déléguant la définition des peines au règlement, est inconstitutionnel. Merci, Maître. Je vais maintenant passer la parole aux avocats des parties intervenantes. Le Conseil national des barreaux a fait savoir qu'il ne souhaitait pas présenter des observations orales et qu'il s'en rapportait à ses écritures. Nous avons 2, 4, 6, 7 intervenants. Je rappelle donc à ceux qui étaient là et à ceux qui n'étaient pas encore là que 10 minutes, en aucun cas davantage, vous sont accordées pour présenter vos observations. Nous allons commencer avec Maître François d'Anglehan, qui est avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis. Maître, vous avez la parole, pas plus de 10 minutes, s'il vous plaît. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, je représente donc dans cette procédure 5 avocats. Monsieur Richard Ndemazou, Monsieur Dabo, Monsieur Ngueno, Monsieur Dubruel et moi-même. Alors, ces avocats sont présents dans cette procédure d'intervention volontaire parce qu'ils sont victimes de procédures disciplinaires frauduleuses qui confinent à une justice d'exception. C'est la raison de leur intervention volontaire. La question est très simple, beaucoup plus simple que l'affaire que vous avez à juger précédemment. Cet article 53 est-il, oui ou non, conforme à la Constitution? Le Parlement a-t-il pu valablement déléguer au pouvoir réglementaire la définition des infractions disciplinaires et la fixation des sanctions disciplinaires? Alors, je voudrais présenter 3 séries d'observations. En premier lieu, une observation sur l'historique de cette procédure disciplinaire. Depuis toujours, la juridiction disciplinaire, c'est le Conseil de l'ordre. Mais cette procédure disciplinaire s'est radicalisée en 1941. C'est la loi du 26 juin 1941 qui instaure une infraction disciplinaire, un délit d'audience, sans pour autant fixer des sanctions disciplinaires. Et puis, quelque temps plus tard, intervient cette loi infiniment regrettable qui crée les sections spéciales. De sorte que un avocat qui vient plaider devant une juridiction, un tribunal d'instance, un tribunal de grande instance, une section spéciale, peut à chaque instant voir le président suspendre la procédure et se transformer en juridiction disciplinaire pour infliger à cet avocat qui aura tenu des discours qui auront déplu une sanction disciplinaire non prévue par la loi, c'était Vichy, une peine de mort professionnelle. Alors vous me direz, cette situation, la Libération a bien dû nettoyer cette situation. Eh bien non, cette situation a continué à perdurer jusqu'en 1980. Et c'est dans ces circonstances que 2 sénateurs ont déposé une proposition de loi qui avait également été déposée par ces sénateurs sont d'une part M. Henri Caillavet, d'autre part M. Charles Lederman. Cette proposition de loi avait également été déposée par M. Raymond Forny et l'ensemble des membres du groupe socialiste à l'Assemblée nationale. Il s'agissait de réfléchir à cette problématique de la procédure disciplinaire des avocats. Et ce rapport, c'est le rapport du 13 mai 1980, qui fait la synthèse de la question. Il existe à cette époque, dans notre ordonnancement juridique, 4 dispositions de
de nature législative qui ont prévu des infractions disciplinaires. C'est d'abord l'ancien article 41, alinéa 3 de la loi du 29 juillet 1881, la loi sur la presse. C'est encore une disposition du Code de justice militaire et c'est encore une disposition du statut de la Cour de sûreté de l'État. Et puis, c'est l'ancien article 25 de la loi du 31 décembre 1971 qui a repris mot pour mot l'article 42 de la loi du 26 juin 1941. Il vous reste 5 minutes, maître. Très bien. Donc, c'est dans ces circonstances que le Parlement, alors je précise qu'à cette époque-là, il existe une seule disposition législative qui prévoit des sanctions disciplinaires. C'est l'ancien article 41 alinéa 3 de la loi sur la presse. 2 petites sanctions disciplinaires. Premièrement, une sanction disciplinaire de 2 mois de suspension. Deuxièmement, une suspension de 6 mois en cas de récidive sur une période de 12 mois. Alors ces textes, eh bien, ils ont été abrogés. Ils ont été abrogés en 1941. Et non pas en 1941, en 1981. Et depuis, dans notre ordonnancement juridique, il n'existe plus aucune disposition législative qui prévoit des infractions disciplinaires. Il n'existe plus aucun texte de nature législative qui prévoit des sanctions disciplinaires. Et pourtant, des procédures ont été conduites, des peines de mort professionnelles ont été prononcées. Cette situation est-elle satisfaisante? Eh bien non, cette situation n'est pas satisfaisante puisque c'est une situation qui passe par perte et profit les principes traditionnels qui gouvernent la matière pénale, à savoir la définition préalable des infractions, la définition préalable des peines, et puis pour faire vivre le principe de non-rétroactivité de la loi pénale. Bref, nous nous retrouvons dans une situation identique à celle qui était en vigueur en 1941, lorsque le régime de Vichy avait instauré ce système de justice de type section spéciale. Alors, lorsque cette législation avait été instaurée, certaines personnes s'en sont réjouies. Et notamment un officier nazi, Blumenthal, a fait une petite conférence, pas très loin d'ici, pour se réjouir du fait que ces petits Français consentaient enfin à se débarrasser des principes traditionnels qui gouvernent les matières pénales. Pénale disciplinaire. Donc, aujourd'hui, vous avez à trancher entre cette jurisprudence dite Blumenthal et puis les libertés fondamentales. C'est aussi simple que cela. Hein, le courage, c'est de rechercher la vérité et de la dire. Et aujourd'hui, ce que nous devons dire, c'est que la position du Premier ministre, la position de M. Sicard, qui ne représente que lui-même, car l'Ordre des avocats du barreau de Paris, c'est une association de fait qui regroupe 20 à 25 avocats qui n'a pas la personnalité morale. Et donc, impossibilité pour eux d'intervenir dans la procédure. La situation, vous reste 1 minute, maître. Voilà, vous allez donc devoir voter sur cette question. Est-ce que vous allez faire prévaloir les libertés fondamentales, le préambule de la Constitution, le principe de l'égalité des infractions, le principe de l'égalité des peines, le principe de non-rétroactivité de la loi pénale, ou alors est-ce que vous allez faire vôtre la jurisprudence Blumenthal de 1941 qui s'était réjoui du fait que ces petits Français consentaient enfin à se débarrasser
des principes traditionnels qui gouvernent la matière pénale. Eh bien, je vous remercie et j'espère que tous les membres du Conseil constitutionnel voteront en faveur des libertés fondamentales et rejetteront la position qui avait été celle prise en 1941, à savoir de se débarrasser des principes traditionnels qui gouvernent la matière pénale. Je vous remercie. Nous allons maintenant entendre Maître Anne Gréco, avocat au barreau de Paris. Là aussi, 10 minutes maximum. Et bien sûr, je ferai respecter ce délai. Madame. Mesdames et Messieurs les conseillers du Conseil constitutionnel, je voudrais vous apporter un éclairage sur ce qu'est la profession d'avocat avec ces fameux articles 23 et 53 du décret de 1971. Évidemment, vous de l'extérieur, ça paraît carré, ça paraît clair. Mais dans le cas concret, il me semble que cela va vous intéresser, Monsieur le Président, puisque la promotion des élèves d'avocats porte cette année à Paris votre nom. En effet, nous sommes les boucliers des justiciables. Mais nous nous affrontons à un ordre. Et l'ordre qui dit ordre, dit confraternité, mais dit aussi haine vigilante. Lorsque vous avez des dossiers sensibles, particuliers, l'ordre est là pour vous freiner, pour vous enlever de l'affaire parce que ça sert des intérêts personnels, privés. J'en reviens à mon cas personnel parce que l'application des articles 23 et 53 trouve ici un exemple. J'ai eu à défendre des enfants qui ont été placés, non pas parce que maltraités, mais parce qu'il y avait une division entre les parents. Je me suis affronté à une organisation qui s'appelle Eugaspizer, les enfants brillantissimes dans les écoles internationales, bilingues. Ces enfants ont été placés à 1000 km de leur mère. Ils n'ont pas eu de scolarité pendant 2 mois. Et c'est grâce à Madame Adéline Azan qu'on a pu faire enlever les enfants du centre de Nice. Et grâce à Madame Arens et à Monsieur Hayat qui sont intervenus. Je n'ai particulièrement pas pu continuer l'affaire parce que j'ai eu un accident dans le train. Mais ça, c'est la première affaire. Donc, lorsque j'ai plaidé cette affaire, j'ai dit qu'il y avait un holocauste des enfants placés arbitrairement. Le terme holocauste m'a été reproché alors que je l'avais pris dans un article d'une revue Nexus. Eh bien, le terme holocauste signifie sacrifice. Lorsque je suis passé devant le Conseil de l'ordre, on m'a reproché ce terme et il a fallu que je justifie les actes de résistance de mon père. C'est purement inadmissible. Purement inadmissible. D'abord, par rapport au nom que je porte. Et puis ensuite, parce que mes parents n'ont rien à voir avec mes actes. Le terme holocauste signifie sacrifice. J'étais donc eu une peine avec sursis. Deuxième affaire, envoie un huissier qui n'a pas fait son travail à un avocat. Je veux agir pour un nom du justiciable, que l'huissier et cet avocat soient sanctionnés devant les tribunaux. On m'a dit non, non, pression pour que je n'agisse pas au niveau des tribunaux pour défendre les intérêts du justiciable. Et c'est un contresens avec la prestation de serment. Le troisième cas, c'est une affaire qui est au tribunal de commerce de Saint-Malo. Tribunal de commerce où on apprend que ce n'est pas une liquidation, que c'est derrière un promoteur qui va exproprier toute la rue pour en faire la rue la plus riche de Dinan. Et on me dit, par 4 fois, qu'il y aura des menaces via mon bâtonnier qui est ami avec des personnes de Dinan et de Saint-Malo. J'étais obligé de faire des mains courantes et de déposer une plainte. Lorsque je vous dis, lorsque je me permets de vous parler de la sorte, que ces articles contreviennent à la profession d'avocat, d'abord parce qu'il y a une rupture d'égalité. Il vous reste 5 minutes, madame. Oui. Il n'y a pas simplement ça, la présomption d'innocence. Lorsque on veut avoir accès
à certains services de l'ordre, on vous répond, alors même que l'affaire est en cours, non, il y a une poursuite disciplinaire. Je vous demande, Monsieur le Président, c'est très important qu'un avocat puisse exercer ses droits, les droits des justiciables, qu'il puisse avoir la liberté d'action, parce que c'est une justice qui ne donne pas ni les infractions, ni les peines, puisqu'elle se réfère à un décret qui nous renvoie au règlement de l'ordre. C'est quelque chose qui ne va pas. C'est pour ça que nous venons devant le Conseil constitutionnel, que ça doit être écarté, ça doit être changé dans l'intérêt de défendre le justiciable, dans l'intérêt d'une équité. Voilà pourquoi je me suis présenté. Merci, Monsieur le Président. Merci, Messieurs dames. Merci, Maître Gréco. Maintenant, je donne la parole à Maître Christophe Noël Oberdorf, qui est avocat au barreau de Lyon et qui, comme ses confrères, disposera au maximum de 10 minutes. Maître. Oui, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs du Conseil constitutionnel, quelques explications, quelques indications, quelques informations sur le concret de la justice disciplinaire, en particulier au barreau de Lyon, où je suis inscrit depuis 1990, après avoir suivi une formation dispensée entre autres par des bâtonniers qui étaient des hommes de grande qualité et de sagesse remarquable. Des hommes qui étaient consultés au plus haut niveau et qui ne pratiquaient pas, à mon sens, la terreur lorsqu'un confrère commettait une faute déontologique. Il était convoqué dans un délai extrêmement bref, s'expliquait avec le bâtonnier qui s'efforçait de parvenir à une régularisation. Il y avait des sanctions inévitablement qui devaient être prises lorsque le confrère avait dépassé largement l'entendement. Bien évidemment, un procès disciplinaire, comme tout procès, est un acte de force. Et j'ai pu assister à une évolution absolument épouvantable, allant dans le sens de la terreur. Et en particulier, j'ai été à titre personnel poursuivi depuis 2007 dans un dossier Gigné, la figure aux pièces, que j'ai produite à l'appui de mes écritures et de mes explications en 2007. J'ai comparu devant le Conseil de discipline, nouvelle formule réformée en 2004. En ce qui concerne la phase d'instruction et la phase de jugement, je n'ai aucune critique à faire tant j'ai pu me défendre librement, complètement, en m'expliquant autant qu'il fallait, avec une décision équilibrée prise par des confrères très attentifs. Il n'a pas été fait appel de cette décision, ni par l'autorité de poursuite qui était le bâtonnier, ni par moi-même, puisque elle paraissait juste à chacun de nous. À partir du mois de septembre 2009, j'étais poursuivi de nouveau pour le même dossier, pour les mêmes faits, rigoureusement les mêmes, en dépit de l'autorité de la chose jugée. Parallèlement, la même poursuite qui date du 2 septembre 2009, l'on m'a reproché un très grand nombre de choses absolument indéfinies, très nombreuses, pour ne pas dire plus. J'ai comparu directement devant le Conseil de discipline en avril 2010, alors qu'il n'y avait pas eu d'instruction, contrairement à ce que tous les textes prévoient, cité dans un délai de moins de 8 jours, ce que j'ai fait valoir devant le Conseil de discipline, qui a par conséquent annulé la citation. Décision définitive. En dépit de la clarté de la motivation de cette décision, j'ai fait l'objet d'une troisième poursuite dans le dossier Gigné et une quatrième poursuite ultérieurement. Les conseillers disciplinaires ainsi que le conseiller rapporteur s'étaient pris les pieds dans les délais observés à peine d'irrecevabilité des poursuites. Par conséquent, le 15 décembre 2010, l'un des anciens bâtonniers du barreau de Lyon, je ne suis pas là pour l'accabler, contrairement à ce qu'il a fait à mon endroit, a pris une décision en dehors de tout cadre juridique pour proroger le délai, alors qu'il y a déjà plusieurs décisions qui ont statué sur les mêmes faits de façon définitive. Le 15 décembre 2010, un ancien bâtonnier prend seul une décision discrétionnaire pour proroger un délai alors qu'il n'y a pas d'audience, contrairement à ce qu'il dit. C'est manifestement un fait répréhensible, non pas au sens déontologique, mais au sens pénal. Je suis cité devant le Conseil de discipline le 2 février 2011. J'explique tout cela. Je conteste un grand nombre de faits qui me sont reprochés, en particulier en expliquant
aux conseillers disciplinaires et au président de cette instance que je ne pouvais pas avoir commis tel et tel fait, que je contestais ceci et non pas cela, le Conseil de discipline rend une décision en motivant sur la procédure que le Conseil aurait rendu une décision collégiale en décembre 2010, alors que seul le Président avait pris, comme je viens de vous le dire, une décision strictement discrétionnaire. Le même Conseil de discipline, sur le fond, va motiver sa décision en indiquant que je reconnais l'intégralité des faits qui me sont reprochés, sans détour et sans faux fuyant. Je ferai appel de cette décision, et je comparaîtrai devant la Cour d'appel de Lyon en chambre réunie au mois de mai 2011, laquelle Cour d'appel rendra un délibéré le 13 juillet 2011, cela figure à mon dossier. Le 13 juillet 2011, la Cour d'appel annulera la décision collégiale du Conseil de discipline. En dépit, 5 minutes, maître. En dépit, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs du Conseil, en dépit de cette décision définitive, je vais faire l'objet d'une nouvelle poursuite pour les mêmes faits. Pour les mêmes faits. Voilà le concret de la pratique disciplinaire dans la profession. Par conséquent, je me défends après cette nouvelle poursuite pour les mêmes faits devant le conseil rapporteur puis devant le conseil de discipline en expliquant que je ne peux pas être poursuivi et que la procédure est aberrante et inadmissible. Et l'on me cite alors pour des faits qui n'ont rien de commun avec ceux pour lesquels je suis poursuivi. Le conseil de discipline va rendre une décision au mois de juin 2013 qui n'indiquera pas ce dont je suis déclaré coupable. Et pour cause, puisque, bien évidemment, je ne pouvais pas être poursuivi et encore moins condamné. Néanmoins, je serai condamné en dépit de toutes les règles élémentaires, cardinales du droit et des principes généraux les plus incontestables. L'autorité de la chose jugée, la règle non bis in idem. Et j'ai été condamné à une peine d'interdiction d'exercer de 2 années assortie du sursis, sans que je puisse savoir ce dont j'étais déclaré coupable. Voilà la pratique disciplinaire. La question qui vous est posée est de savoir si l'article 53 méconnaît ou non la Constitution, l'article 34 en particulier, ainsi que l'article 8 et l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. L'article 8, il a une valeur constitutionnelle et par conséquent, il a une position hiérarchique qui est absolument identique à celui de l'article 34. Votre Conseil a déjà statué en septembre 2011 en retenant que l'article 53 était conforme à la Constitution en considérant, c'est le 5e de la décision, en considérant que la détermination des règles de déontologie, de la procédure et des sanctions disciplinaires applicables à une profession ne relève ni du droit pénal ni de la procédure pénale au sens de l'article 34 de la Constitution. Or, à cette époque, à cette date, votre Conseil constitutionnel n'avait pas statué sur les infractions déontologiques. Les règles de déontologie qui sont visées par le 5e considérant, les règles de déontologie, n'ont rien de commun avec les infractions disciplinaires. Elles peuvent se recouper, mais elles n'ont rien de commun. Et à preuve, les faits commis par un avocat en dehors de l'exercice professionnel, indépendamment de la déontologie textuelle, par exemple la loi Macron, texte de loi récent, sont des règles qui édictent des comportements précis en matière d'honoraires, d'exercice, d'information du client, etc., etc. Mais nullement en matière d'infraction disciplinaire. De sorte que la pratique judiciaire, au disciplinaire, dans la profession, je peux en porter témoignage, comporte une véritable terreur. Comment accepter qu'un conseil de discipline suive une autorité de poursuite en faisant des faux en écriture publique? Comment accepter qu'il n'indique pas ce dont je suis déclaré coupable avant de me sanctionner? Comment une telle décision peut-elle avoir un minimum d'exemplarité et permettre à ceux qui travaillent dans l'activité d'avocat, qui exercent notre beau métier, puissent savoir ce qui est ou non répréhensible? Il vous reste 2 minutes, maître. Monsieur le Président, comment peut-on considérer que l'arbitraire ne règne pas en l'absence de protection? Et c'est exactement le sens du rapport que j'ai trouvé absolument magnifique eu égard à ce que j'ai pu vivre, dans lequel il est souligné
qu'il appartient au législateur de protéger le sujet de droit contre l'arbitraire. Et en reprenant le 5e considérant de la décision qui avait été prise par votre Conseil concernant la profession de notaire et d'autres professions voisines, officiers publics et ministériels, ce considérant retenait que les infractions déontologiques dépendaient de la loi et par conséquent juridiquement, ce précédent justifie que l'arbitraire qui a pu être pratiqué ici ou là prenne fin grâce à la décision qu'il vous plaira de prendre. Merci, maître. Maintenant, je donne la parole à maître Paris, qui est avocat au barreau de Rouen, pour 10 minutes également. Monsieur le Président du Conseil constitutionnel, Mesdames et Messieurs les sages, sauf votre respect, je vous prie de bien m'écouter sans m'interrompre. Quitte à me poursuivre, si vous estimez que je vous ai outragé. Il va de soi que je vais m'exprimer poliment et dignement, même si mon propos peut déplaire. La question prioritaire de constitutionnalité dont vous êtes aujourd'hui saisi porte sur un texte qui assassine professionnellement. Alors l'enjeu de cette instance me fait peur. J'ai peur pour ma vie professionnelle. J'ai peur pour l'avenir professionnel de mes brillants confrères. J'ai peur pour l'état de droit. Et j'ai peur pour la France. Parce qu'un même péril menace tous ses devenirs personnels et institutionnels. Ce péril qui me fait peur s'appelle la corruption. Cette corruption qui a gagné toutes les parties de l'administration publique, voire même certains magistrats, lorsqu'ils font preuve d'un zèle à géométrie variable au préjudice de M. François Fillon et de la démocratie. J'en ai tellement peur de cette corruption que je vous ai saisi, par l'intermédiaire de mon confrère, maître François d'Angleon, d'une récusation visant, excusez-moi, Monsieur le Président du Conseil constitutionnel. À cause de ces liens involontaires et hasardeux, mais réels, de notoriété publique, à cause de ces liens d'amitié envers Monsieur le Premier ministre, Bernard Cazeneuve, et des gens de justice rouennais, qui n'ont pas hésité, je l'affirme et je le prouverai, à organiser contre moi une mise en danger criminelle dont j'ai saisi le Parlement pour commission d'enquête. Monsieur le Premier ministre, Bernard Cazeneuve, qui réclame le parfait maintien du texte déféré. Alors à ce stade, puisque je n'aurai que 10 minutes, je crois qu'il est temps que je vous décrive un petit peu le ressenti que j'ai aujourd'hui de ce métier qui s'est érigé en profession. Et je vais vous citer, pour ce faire, des propos de Robespierre à la Tribune, le 14 juillet 1890. C'est aux classes fortunées que vous voulez transférer la puissance. Vous voulez diviser la nation en deux classes, dont l'une ne sera armée que pour contenir l'autre. Eh bien, aujourd'hui, dans la profession d'avocat, vous avez des têtes brûlées comme Maître Paris, Maître François d'Angleon, et d'autres qui viennent aujourd'hui plaider devant vous pour sauver leur vie professionnelle, pour sauver l'éthique d'un métier contre une profession, contre une caste armée, contre, j'ouvre les guillemets, un petit milieu, autrement dit,
une mafia, un petit milieu qui se revendique comme tel, et je vous transmettrai par mes faibles moyens les enregistrements sonores. Vous m'entendez, confrères, tous présents dans cette salle? Les enregistrements sonores de ce que je considère comme un crime, au sens légal du terme, du chef d'une bâtonnière dont je vais citer le nom ici et qu'elle m'attaque en diffamation. Je produirai les enregistrements. Maître Nathalie Barbier, du barreau de Seine-Saint-Denis, qui, en décembre 2008, fait pression sur moi, me menace et m'explique que la profession d'avocat, c'est un petit milieu. Je vous jure, sur mon serment d'avocat, que ce que je vous dis est vrai. Et si vous le voulez, j'ai sur clé USB ici l'enregistrement auquel je me réfère. Alors je crois qu'à ce stade, si je ne suis pas fou, la messe est dite. Parce que Il vous reste 5 minutes, maître. vous ne pouvez pas décemment faire fi ici de la casuistique dont je vous saisis et dont je vous ai demandé d'en référer en urgence au visa de l'article 40 du Code de procédure pénale, parce que vous ne pouvez pas ignorer que tous ici présents, vous êtes autorité constituée au sens de ce texte, et que, informé d'une infraction criminelle à mon préjudice, vous aurez le devoir de saisir le parquet, et j'entends le parquet financier, qui fera autant de zèle à mon profit et pour me porter secours, je l'espère, qu'il en a fait pour saborder notre démocratie, aujourd'hui confronté à un choix impossible. Mais où sommes-nous aujourd'hui en France? Nous sommes encore dans cette France de Robespierre, telle qu'il l'avait décrite dans un tract de février 1789. Effectivement, il faut changer le personnel politique. Et c'est une police politique que cet ordre des avocats qui se prétend intervenir ici sans personnalité juridique. À l'époque, Robespierre faisait savoir son opinion sur l'état de la France. La plus grande partie de nos concitoyens est aujourd'hui réduite par l'indigence à ce suprême degré d'abaissement où l'homme, uniquement occupé de survivre et incapable de réfléchir aux causes de sa misère et aux droits que la nature lui a donnés. Eh bien, voyez-vous, je crois qu'aujourd'hui en France, les citoyens en sont là. Et il relève de votre responsabilité d'entendre, de devenir visionnaire de ce drame et de cette tragédie qui se déroule en France à l'instant où je vous parle, mais qui se produit également au préjudice des avocats tels que moi, qui sont désarmés, qui sont les montagnards du barreau, en face des Girondins du barreau, qui se sont arrogés le bras armé d'une déontologie dont eux-mêmes, j'y insiste, et j'ai l'enregistrement qui prouve cela, dont eux-mêmes viennent vous dire qu'elle ne servirait qu'à éliminer les avocats qui font des procès. Parce que Nathalie Barbier, lorsqu'elle me menace, elle m'explique bien que les avocats qui font des procès, on n'en veut pas. On n'en veut pas. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Et lorsqu'elle me dit, d'un air menaçant, vous croyez qu'on les monte comment, nos cabinets? Vous croyez que les avocats, ce sont des gentils? Vous croyez que je leur fais des cadeaux à mes confrères? Oui, bâtonnières, susceptibles de provoquer des poursuites disciplinaires. Et tout ce que je vous révèle ici n'est pas prescrit. Il y aura une plainte pénale sur laquelle je travaillais. Et c'est d'ailleurs à cause de cette plainte pénale sur laquelle je travaillais qu'on a mis ma vie en danger, en abusant le pouvoir d'État, parce que je ne suis pas naïf, ni paranoïaque, ni malade, comme on a voulu le faire croire. Si des gens influents à Rouen ont voulu me mettre en danger pour se débarrasser de moi et de la plainte pénale sur laquelle je travaillais, capture d'écran à l'appui, je pourrais le prouver, c'est pour protéger, pour couvrir un bâtonnier qui s'appelle Arnaud de Saint-Rémy et qui était visé dans ma plainte pénale. Il vous reste 2 Mais minutes. le plus beau de tout ça, 2 minutes. c'est qu'on a instrumentalisé une avocate qui s'appelle Marie Santiard et qui, en combinaison avec maître Karim Achoui au barreau de Paris, au vu et au su du barreau de Paris, pour faire taxer des honoraires au profit de ces gens-là, quand ils se sont rendus coupables d'exercice illégal de la profession. Mais j'espère que de ce pas, vous allez saisir le parquet financier et me demander les preuves dont je dispose, parce que désormais je suis en danger. Vous voulez conclure, s'il vous plaît, maître? Je crois que je viens de le faire, mais je vais quand même vous citer
une belle phrase de Courteline qui, finalement, résumera ma démarche ici. Mais j'y insiste, je suis lucide. Si des gens d'en bas ont instrumentalisé le pouvoir d'en haut pour que son bras armé rebondisse sur moi, je ne suis pas fou au point qu'un ordre aurait été donné d'en haut. C'est un rebond malheureux. Et la vérité sera faite. Alors je vais finir sur cette phrase de Georges Courteline qui résumera ici ma posture. Aux yeux de la loi, un gredin qui la tourne est moins à craindre en son action qu'un homme de bien qui la discute avec sagesse et clairvoyance. Et j'aimerais citer un autre personnage illustre. Je vous demande quelques instants parce que c'est très important. C'est le grief principal que je vois à poser contre la profession d'avocat. Si vous voulez, je ne retrouverai peut-être pas la citation, mais il s'agissait en gros de dire que... Attendez. Évidemment, il règne un certain désordre dans tout ce que j'aurais voulu vous dire, étant donné que je n'ai que 10 minutes. En gros, il s'agissait de dire que la corruption que je crains, lorsqu'elle procède d'une violation de la loi, elle est moins grave que lorsqu'elle procède de la démarche qui consiste à donner aux gens corrompus des lois pour agir contre les malheureux qui sont les victimes de leur oppression tyrannique. Et il faut mettre un terme à tout cela, parce que si vous ne faites pas la réforme qui s'offre par la Providence aujourd'hui sous votre signature, eh bien, vous aurez négligé de comprendre la tragédie qui s'est nouée à Melun, effectivement, parce que si tant est qu'un avocat doive être sanctionné parfois parce qu'il aura commis l'irréparable vis-à-vis de la justice, encore faut-il que cet avocat puisse en toute lucidité estimer qu'il est fautif et responsable de la sanction dont il va être destinataire. Je vous remercie. Je vais donner la parole maintenant à Maître Krikorian, qui est avocat au barreau de Marseille. Maître, vous avez la parole, vous aussi pour 10 minutes maximum. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs du Conseil constitutionnel, j'ai donc l'honneur devant vous, dans le cadre de cette procédure qui me semble être l'une de celles qui sortent un petit peu de l'ordinaire, et dont le Conseil a bien noté qu'elle suscitait un intérêt, à tout le moins, de mes excellents confrères qui ont pris la parole avant moi. Je pense que nous sommes ici peut-être à un moment charnière de la profession d'avocat qui aura pu s'exprimer dans son ensemble, même si j'estime que le Conseil national des barreaux, lui, dans le cadre de son mémoire, a fait plutôt la preuve de son incapacité à défendre une profession libérale indépendante. Il me semble donc utile de vous apporter quelques observations. Je placerai celle-ci sous l'égide de l'excellente formule de Portalis lorsqu'il présentait le Code civil. Il indiquait ceci: il nous a paru utile de commencer nos travaux par un livre préliminaire du droit et des lois en général, le droit et la raison universelle. La suprême raison fondée sur la nature même des choses. Les lois sont ou ne doivent être que le droit réduit en règles positives, en préceptes particuliers. Le droit est moralement obligatoire, mais par lui-même il n'emporte aucune contrainte. Il dirige, les lois commandent, il sert de boussole et les lois de compas. La question qui est posée au Conseil constitutionnel, de façon peut-être un peu plus technique, tout en restant bien sûr dans la règle de droit, c'est de savoir si, en 1971, lorsque le législateur entreprend une réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, si celui-ci, notamment l'article 53, et je précise que le Conseil constitutionnel est saisi de l'intégralité de l'article 53, et non pas seulement de l'article 53 deuxièmement, qui concerne plus spécifiquement la déontologie, la procédure et les peines disciplinaires. Est-ce que le législateur, donc, a, oui ou non, commis une inconstitutionnalité, en tout cas au regard de la norme constitutionnelle telle qu'elle est appréciée, notamment par son plus important interprète, c'est-à-dire le Conseil constitutionnel lui-même? Ma réponse est bien évidemment affirmative. Voici ce que disait M. Raymond Zimmermann, qui était rapporteur de cette loi quelques
instants avant que la loi ne soit adoptée. Nous avons, prétendait-il, exercé la plénitude de notre fonction législative. Il était impossible, à moins d'envisager la rédaction d'un texte comportant des centaines de dispositions, de réglementer par la voie législative toutes les situations prévisibles. La loi que nous allons voter vaudra aussi par l'application qui en sera faite. Elle vaudra sans doute beaucoup par les décrets d'application qui permettront de remédier à certaines imperfections, peut-être aussi à certaines lacunes. Mais cela avait été prévu au cours du travail législatif sur le texte lui-même. Je crois que M. Zimmermann, dans son rapport donc, final, a fait la preuve qu'il y a eu, bien évidemment, délégation inconstitutionnelle à l'article 53 des compétences que le législateur aurait dû exercer lui-même. Lorsqu'on sait, et Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs du Conseil constitutionnel, je pense utile, voire nécessaire, de rappeler que le Haut Conseil, dans une décision du 23 septembre 2016, a apporté une précision dans un obiter dictum qui me semble fondamentale. C'est, pour faire simple, la consécration d'une interprétation littérale de la loi. C'est-à-dire que c'est à propos de la loi qui concerne les compositions pénales. Certaines dispositions du Code de procédure pénale étaient attaquées par le syndicat de la magistrature et le syndicat des avocats de France. Et ceux-ci présentaient un grief que le Conseil constitutionnel va écarter, bien qu'il retienne d'autres. Ceux-ci pensaient, donc les requérants, demander l'abrogation du texte en disant « oui, mais le décret dit que le paiement a force exécutoire ». Et le Conseil constitutionnel de répondre très judicieusement, s'il me permet de porter cette appréciation, en disant « non, nous, ce qui nous intéresse, c'est les termes de la loi. C'est-à-dire que peu importe ce que va dire le décret, nous ne sommes pas le juge de la légalité. Nous sommes le juge de la constitutionnalité. Ce qui nous importe, c'est de savoir si la loi est conforme, oui ou non, à la norme suprême. Peu importe les développements réglementaires que la loi pourra connaître lorsqu'elle sera appliquée. Ce qui veut dire que, et c'est cela qui permet de dépasser l'obstacle, le seul obstacle d'ailleurs que M. le Premier ministre va trouver dans le mémoire, en tout cas que j'ai lu, puisque le chef du gouvernement ne porte pas d'appréciation sur le fond, dit simplement que la décision du 23 septembre 2011, selon lui, constituerait un obstacle insurmontable à une nouvelle présentation de la QPC, puisqu'effectivement, dans cette décision, l'article 53, deuxièmement, avait été déclaré conforme à la Constitution. Pourquoi nous pouvons dépasser, c'est que, contrairement, je suis désolé d'apporter cette critique, mais je suis philosophiquement kantien, donc il n'est pas étonnant que je me prévale du criticisme kantien. Le Conseil constitutionnel, je pense, a une vision erronée en 2011 quand il dit que le législateur a entendu que les fautes éventuelles des avocats soient sanctionnées éventuellement par un empêchement d'exercice. Et ce qui est important, c'est ce terme, cette formule, l'empêchement d'exercice. C'est ce concept que le tribunal administratif de Paris et la Cour administrative d'appel de Paris, en 2001 et en 2002, vont retenir pour dire que le principe de l'égalité des délits et des peines commande, exige absolument que s'il s'agit d'un empêchement d'exercice, c'est-à-dire si le professionnel, quel qu'il soit, est touché dans ce qui fait ce qu'il est, c'est-à-dire son exercice professionnel, il est impératif que ce soit la loi qui intervienne et non pas le règlement. Ce qui veut dire que lorsqu'on lit correctement la loi, c'est-à-dire les articles 21, 22 et suivants, à aucun moment le législateur n'a dit ce qu'il entendait décider de sanctions ou même d'incriminations. On ne sait pas. Le législateur se contente d'instituer aujourd'hui, depuis 2004, le Conseil régional de discipline, d'ouvrir 2 actions au profit du procureur général et du bâtonnier, et puis c'est tout. Le texte dit simplement qu'il connaît, même pas réprime, il connaît des infractions et fautes commises par les avocats. Et bien sûr, c'est l'article 50. 4 minutes, maître. Merci, M. le Président. C'est bien sûr l'article 53 qui renvoie. Pourquoi il y a inconstitutionnalité manifeste? C'est que, je prendrai un exemple tiré de mon dossier personnel, pourquoi pas. Est-il normal que l'on puisse reprocher à un avocat de faire son travail, c'est-à-dire scrupuleusement, sans excès ni carence, tout simplement de
respecter l'article 411 du Code de procédure civile qui dit que le mandat de représentation et d'assistance en justice emporte pouvoir et devoir d'accomplir au nom du mandant les actes de la procédure. C'est ce qu'on reproche donc à cet avocat qui vous a donc saisi et dont l'intervention volontaire a été admise. Ce n'est pas acceptable, je ne dis pas uniquement parce que ce cas me touche de près, ça peut être n'importe quel confrère, on ne peut pas. Et qu'est-ce qui va rendre possible, mais certainement pas justifié à cette situation, c'est ce dévoiement normatif. Quand on dit effectivement que toute contravention aux lois et règlements, toute infraction aux règles professionnelles, tout manquement à l'honneur, à la probité et à la délicatesse expose l'avocat aux sanctions prévues par l'article 184 du décret, donc je suis dans le décret, non. Pourquoi ce cumul de responsabilités? Comment définir la délicatesse? Maurice Horiou disait il y a plus d'un siècle qu'une règle de droit c'est quelque chose de précis et qu'il ne s'agit pas d'aller chercher dans le tréfonds de la pensée intime de l'individu. Ce qui compte quand il parlait d'ordre public, c'est l'ordre public extérieur. De façon synthétique, le temps me manquerait mais je renvoie bien sûr à mes écritures, que le Conseil lira attentivement, j'en suis persuadé. Eh bien, ce qui compte, c'est de savoir si on peut déterminer une action, une omission dans un sens précisément déterminé. Que veut dire la délicatesse? Si la délicatesse empêche effectivement cet avocat de faire son travail, je dis que celui qui est coupable, c'est celui qui a rédigé le texte. On ne peut pas, et je vous en conjure, je demande instamment au Conseil constitutionnel, bien évidemment, d'abroger l'article 53 dans son intégralité, mais également de faire en sorte qu'une réforme législative se fasse jour, que le législateur enfin prenne acte du statut constitutionnel de l'avocat défenseur, que le Conseil constitutionnel a consacré, bien que certains encore en doutent, dans sa très importante décision du 20 janvier 1980, quand il a empêché le législateur de confier au président de juridiction le pouvoir d'écarter de l'audience un avocat parce qu'il aurait méconnu les termes de... Il aurait compromis la sérénité des débats. Le législateur n'a pas pris cette occasion pour dire nous allons changer, nous allons dire s'il méconnaissait les termes de son serment, on va l'écarter. Non, il y a cette procédure disciplinaire. Donc, je renvoie je vais la technicité, simplement je voulais apporter quelques observations. Vous pouvez conclure. Je conclue, Monsieur le Président, sur ce qui me semble important. Je conclurai sur un mot de Robespierre qui nous disait qu'effectivement, il est plus facile de nous ôter la vie que de triompher de nos principes. Moi, ce que j'aimerais, c'est que lorsque le Conseil constitutionnel rendra sa décision, c'est qu'à la question angoissée, tragique, que l'avocat s'adresse à lui-même, mon Dieu, qu'ai-je fait lorsqu'il constate qu'il est poursuivi devant le Conseil de discipline, conscient de son ascendance antique, le tribun de la plèbe, et de son rang constitutionnel, rasséréné et sûr de sa destinée, il puisse déclarer fièrement « J'ai défendu ». Je remercie le Conseil constitutionnel de son attention. Merci, maître. Maintenant, la parole est à maître Bernard Cuchukian, avocat au barreau de Marseille, lui aussi pour 10 minutes maximum. Maître. Président, mesdames, messieurs du Conseil, les hasards de l'horaire du TGV venant de Marseille, à moins que ce ne soit mon âge, puisque je suis certainement l'un des plus vieux ici, j'aurai 70 ans au mois d'août, et je suis avocat depuis 42 ans, font que je termine les interventions des accusateurs. C'est assez cocasse, finalement, la situation dans laquelle nous sommes ce matin, puisque c'est tout le système disciplinaire qui est accusé. Et ce sont les avocats qui sont passés devant qui viennent l'accuser. C'est bien, c'est un juste retour des choses et une saine considération des choses grâce à la QPC, dont je rappelle inlassablement, mais ce n'est pas à vous qu'on a rappelé ça, mais il faudrait peut-être le rappeler à encore plus de confrères, que c'est une invention pour remettre un peu d'ordre dans des systèmes qui en ont bien besoin. Alors, dans un instant, après moi, va parler le bâtonnier de Paris, qui a été accusé à plusieurs reprises et que je vais accuser aussi. Je vais rappeler quand même que toute cette organisation disciplinaire est prévue par des ordres qui n'existent pas. Napoléon Ier est toujours là, qui disait dans son décret du 14 décembre, qui prétendait dans son décembre 1810, porter règlement sur l'exercice de la profession d'avocat, qui n'a jamais créé aucun ordre du tout.
Dans ce décret, la locution « ordre des avocats » apparaît en 2 occurrences au 9e de l'exposé des motifs ainsi exprimés. Ceux qui seront inscrits au tableau formeront seuls l'ordre des avocats. Et au titre 3, article 19, l'ordre des avocats sera convoqué par le bâtonnier. Ça veut dire quoi, ordre des avocats? Ça veut dire qu'à l'époque, le mot n'avait pas le sens qu'on lui a donné à tort par la suite. On l'a tellement donné à tort par la suite que l'ordre des avocats n'existe dans aucun texte de droit positif en France, alors que toutes les autres professions réglementées ont un statut. Les experts comptables, les notaires, etc. Par synecdoque, Napoléon opère alors un déplacement de sens en qualifiant ordre, non le commandement qu'il a donné, mais l'ensemble des destinataires de ce commandement. Et les destinataires sont le tableau des avocats. Le tableau, la liste. Je vais par 2 fois employer des termes militaires. La liste des membres de la compagnie qui est convoquée alors par leur sergent, le bâtonnier, oui c'est normal, il tient le bâton pour frapper, qui leur donne ses ordres via un commandement impérial qui lui-même est transmis par le procureur général. Nous sommes restés dans le style militaire. Et pour Napoléon, le tableau, c'est un document administratif pour avoir la connaissance précise de sa compagnie. Eh bien non, je dis qu'il n'est pas normal que les avocats dont la mission est de défendre le droit et, si possible, la liberté, soient considérés comme des membres d'une compagnie, comme des bidasses à l'armée. Non, c'est pas normal. Chacun dans son camp. D'ailleurs, la compagnie militaire n'a pas de personnalité morale, pas plus que l'ordre des avocats, appelés dans la cour au rapport de leur sergent, le sergent étant ici le bâtonnier. Tout cela serait ubuesque. Alors, vous avez entendu tout ce qui peut être dit sur le sujet. Vous avez entendu en particulier des témoignages des uns et des autres pour des situations personnelles qu'ils ont vécues. J'en suis un, moi aussi. Il faut en finir avec Napoléon et les restitutions de la République, parce que Napoléon, dans ce texte, pour le justifier, expliquait qu'il fallait poser les bornes devant séparer la profession de la licence et de l'insubordination. Le mot est lâché. Mais l'insubordination, c'est encore une fois un mot militaire. Et quel militaire? Nous ne sommes pas à l'armée. Je vous disais tout à l'heure que je suis vieux, un peu. Mais ça me rappelle le temps où je plaidais au tribunal permanent des forces armées, qui a été heureusement supprimé après l'arrivée au pouvoir du président Mitterrand. Mais le tribunal des forces armées, et encore je ne l'ai pas connu en temps de guerre, puisque j'ai eu la chance d'être après la guerre, mais c'était une juridiction absolument délirante. C'est du même ordre qu'aujourd'hui les conseils régionaux de discipline, qui n'ont pas de président de statut judiciaire ni administratif. Ce n'est pas un juge professionnel qui préside ces formations. Eh bien, même à l'époque où le juge du tribunal permanent des forces armées était un juge de métier, il était affolé, et nous étions tous affolés, de voir le type de décision qui pouvait être rendue. Il avait raison, Clémenceau. La justice militaire est à la justice ce que la musique militaire est à la musique. Ce n'est pas une raison pour employer les mêmes règles en ce qui concerne les avocats. Non, nous ne devons pas être en uniforme sous les ordres de nos chefs, comme la gendarmerie, que je respecte beaucoup, mais ce n'est pas le même métier, ce n'est pas la même activité. 5 minutes. Eh bien, je vous demande aujourd'hui de contribuer à mettre un peu d'ordre dans ce que finalement nous voyons tous comme quelque chose d'assez désordonné. C'est quand même extravagant que la profession d'avocat soit la plus mal organisée, la plus mal défendue, pour se défendre elle-même, en ce sens qu'on prétend appliquer contre elle des textes qui n'ont pas de précision juridique en matière légale ou disciplinaire, je ne sais pas comment traiter. Je donne un exemple tout simple. En l'état des textes actuels, on peut poursuivre, je l'ai été, on peut poursuivre un avocat devant le Conseil régional de discipline pour avoir dit de son bâtonnier, pour des considérations d'organisation du réseau privé du RPVA au barreau de Marseille par comparaison à ce qui était fait au barreau de Paris, pour avoir écrit sur mon blog, sur le site du Conseil national des barreaux, que notre bâtonnier avait trahi les intérêts de ma profession. Eh bien, pour cela, on m'a poursuivi. Bien sûr, ça s'est classé. Je risquais quoi?
je risquais tout simplement la radiation. Mais on marchait sur la tête et on continue de marcher sur la tête. Il faut donc que ce système qui est profondément mal foutu, il n'y a pas d'autre terme, prenne fin et qu'on remette un peu la balle dans le camp du législateur. Je parle à d'anciens parlementaires et à une technicienne de la matière. Quand on sait le soin qu'apportent les assemblées à travers leur commission des lois pour la préparation des textes, il me semble légitime d'exiger, qu'en ce qui concerne les avocats qui sont les défenseurs de la liberté, des choses au moins équivalentes. Le système actuel de renvoi par décret fourre-tout n'est pas admissible. C'est le message que nous vous avons passé aujourd'hui. Je pense que vous l'aurez compris. Les exemples qui ont été donnés ici sont de toute nature. On est manifestement dans le règne de l'excès, de l'approximatif, dans ce que certains appellent la combine. Ils n'ont peut-être pas tous les torts. Il faut mettre un point final à ce genre de situation. Et c'est ce que je demande au Conseil de contribuer à bien vouloir faire en déclarant inconstitutionnel le cadeau que fait le législateur au règlement dans l'article 53. Je vous remercie. Dernier intervenant pour 10 minutes, le bâtonnier Sicard, avocat au barreau de Paris. Merci, Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs, vous avez été interpellés 4 fois. D'abord, interpellés sur le temps. Et interpellé sur le temps, la réponse peut se trouver en droit constitutionnel, car il faut que vous jugiez d'un changement de circonstances. En effet, en 2011, vous avez déjà décidé que l'article 53 était constitutionnel. Vous l'aviez déjà décidé, et en 1989, vous aviez déjà aussi décidé qu'une peine s'entendait à la fois d'une peine pénale, mais également d'une peine civile, de telle sorte que les éléments de l'arrêt de la décision que vous prenez en 2014 sont déjà réunis. Je viens donc vous dire très simplement qu'il n'y a pas de changement de circonstances. Certes, il y a la décision de 2014, mais cette décision de 2014 s'applique pour une profession réglementée qui a trouvé sa source disciplinaire, sa source normative dans le décret, ce qui n'est pas le cas de notre profession. Car le temps parle pour notre profession. La discipline telle qu'elle existe actuellement, c'est 7 siècles de mesures. Et en droit constitutionnel, c'est un régime qui a existé sous la monarchie absolue, qui a existé sous le consulat, sous l'Empire, à la Restauration, à la monarchie de Juillet, à la Deuxième République, au moment du Second Empire, pendant la Troisième République, pendant la Quatrième République et actuellement. Ce que j'entends dire par là, c'est que c'est un principe constant. C'est même un principe constant sous la réserve des 20 années où il n'y a pas eu d'avocat, c'est-à-dire entre 1790 et 1810, car il n'y a effectivement eu pas d'ordre, mais pas d'avocat non plus. Sous cette réserve-là, c'est donc un principe fondamental que l'on retrouve, quel que soit le régime applicable en France. Et c'est même une tradition juridique commune en Europe continentale, puisqu'il n'existe pas d'États membres qui ne connaissent pas l'autorégulation disciplinaire en Europe continentale, exception faite de ceux qui sont actuellement en train de partir, justement, de l'Europe ou de certains pays de l'Europe du Nord. Pour le surplus, en tradition juridique commune, on retrouve l'autorégulation disciplinaire. Voilà pour l'argument du temps. Le refus de la loi, ce serait ne pas lire avec exactitude ce que dit cet article 53. Cet article 53 renvoie au décret dans le respect de l'indépendance de l'avocat et de l'autonomie des ordres. C'est là toute la différence avec le reste. Parce que c'est en quelque sorte, et nous sommes sur le fil, affirmer que la source normative n'est pas dans la loi, elle est dans l'autonomie de la profession. Et c'est ce que l'on retrouve actuellement dans le circuit normatif, puisqu'en fait, il n'y a pas de décision déontologique, il n'y a pas de règles déontologiques, qui n'étaient d'abord été approuvées par le Conseil national des barreaux dans le cadre d'une procédure de concertation qui associe l'ensemble des ordres
avant qu'une décision puisse être publiée. Le décret, en réalité, c'est une mesure de publicité par rapport à une norme. Et cette norme, elle va se chercher dans un principe encore supérieur, qui est celui de l'indépendance. Il en serait autrement qu'effectivement, il y aurait une difficulté. Mais c'est précisément parce qu'il y a le respect de ce principe de l'indépendance que nous avons la réponse qui avait déjà été serrée en 2011. L'arbitraire, ce serait ignorer qu'il y a eu un véritable effort normatif de la profession, un véritable effort de précision et surtout que nous sommes dans un système de co-régulation, car en réalité, en appel, les juges vont intervenir pour éventuellement rectifier ce qui pourrait apparaître comme l'arbitraire. Alors, ce système actuel ne se heurte pas nécessairement à l'arbitraire si l'on n'entre pas dans des critiques d'application individuelle, et nous ne sommes là devant le Conseil constitutionnel que dans une appréciation globale. Reste enfin l'inégalité. Mais de quelle inégalité parle-t-on? Par rapport aux autres ordres, ceux qui ont été créés en 1941, mais le nôtre est bien antérieur. Il n'a pas la forme d'une association, il n'a pas la forme d'une société, il n'a pas la forme d'un établissement public. Il a été conçu au XIIIe siècle, avant même que toutes ces notions juridiques existent. Il a pour objet de défendre l'indépendance collective de la profession. Rappelez-vous le mot, justement, qui a été cité tout à l'heure de l'empereur, qui a fini par le citer, ce décret. Pourquoi ne voulait-il pas de l'ordre? Pour ne pas défendre l'indépendance collective et pour pouvoir justement réprimer une attaque contre le gouvernement. Et c'est précisément l'objet de l'existence des ordres que de défendre cette indépendance. Ce que j'essaie d'expliquer par là, c'est qu'il y a non pas une rupture d'égalité, mais bien une spécificité dans l'exercice professionnel qui justifie tout à fait une situation que vous aviez déjà jugée en 2011 au regard des motifs très précis de l'article 53. Respect de l'indépendance de l'avocat et de l'autonomie des ordres. C'est précisément parce que nous considérons qu'il n'y a pas de circonstances nouvelles que nous pensons que vous jugerez qu'il n'y a lieu à rendre une décision, mais c'est aussi précisément parce que l'affaire est pour nous d'importance que j'ai créé un subsidiaire, non pas pour vous dire qu'il serait contraire au principal, mais tout simplement parce que, effectivement, à Paris, pour ce que j'en connais, la profession, c'est 30 000 avocats, 28 500 en exercice, 8 000 avis déontologiques qui sont suivis des faits, 110 poursuites disciplinaires, 10 radiations en moyenne depuis 15 ans, chaque année, et ces 300 dossiers en cours. C'est la raison pour laquelle il nous pensait prudent, si vous vouliez voir préciser les faits de l'article 53, que vous songiez à tout le moins à un aménagement. Non pas parce que je renonce au principe même qui justifie mon intervention, celui de la force de notre profession, son indépendance, c'est elle qui crée ces règles, mais tout simplement parce que j'ai la prudence de dire qu'il nous faut le temps de l'aménager, cette indépendance, si tant est que vous en jugiez ainsi. Je vous remercie. Merci. Nous allons maintenant entendre pour le Premier ministre M. Potier, qui a la parole. M. Potier. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, la présente question conteste le deuxièmement de l'article 53 de la loi du 31 décembre 1971, qui dispose que des décrets en Conseil d'État présentent, pour l'application du titre premier de cette loi, et dans le respect de l'indépendance de l'avocat, de l'autonomie des conseils de l'ordre et du caractère libéral de la profession, les règles de déontologie ainsi que la procédure et les sanctions disciplinaires. Cette disposition ayant déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif de votre décision numéro 2011-171-178 QPC, elle ne saurait être à nouveau soumise à votre examen, sauf en cas de changement de circonstances. L'on soutient que ce changement de circonstances serait caractérisé par votre décision numéro 2014-385 QPC du 28 mars 2014, en ce qu'elle a jugé que le principe de l'égalité des peines ne concerne pas seulement les peines prononcées par les juridictions pénales, mais s'étend à toute sanction ayant le caractère d'une punition et que tel est le cas des peines disciplinaires. Mais cette décision, loin de constituer un changement de votre jurisprudence relative au principe de l'égalité des peines, en constitue au contraire la confirmation qu'il s'agisse du champ d'application de cette exigence constitutionnelle, de sa portée
ou de son incidence sur la répartition des compétences entre la loi et les règlements en matière de sanctions. Tels sont les 3 principaux points que j'exposerai. En premier lieu, vous avez constamment jugé depuis votre décision du 17 janvier 1989 que l'ensemble des exigences qui résultent de l'article 8 de la déclaration de 1789, je vous cite, ne concerne pas seulement les peines prononcées par les juridictions répressives, mais s'étendent à toute sanction ayant le caractère d'une punition, même si le législateur a laissé le soin de la prononcer à une autorité de nature non judiciaire. Au nombre de ces exigences ainsi applicables à toute sanction ayant le caractère d'une punition, vous avez régulièrement mentionné le principe de l'égalité des délits et des peines. Et vous avez d'ailleurs eu l'occasion à plusieurs reprises d'examiner spécialement des sanctions administratives au regard du principe de l'égalité des peines, bien avant votre décision du 29 septembre 2011 qui déclare les dispositions contestées conformes à la Constitution, et votre décision du 28 mars 2014 qui est alléguée comme un changement de votre jurisprudence en la matière. Par votre décision du 13 août 1993, vous avez ainsi jugé qu'une disposition fixant à 10 000 francs le montant maximum d'une amende administrative n'était pas contraire au principe de la légalité des peines. Et par votre décision du 22 avril 1997, vous vous êtes spécialement référé à propos de la sanction administrative de retrait de titre de séjour au principe de la légalité des peines, dont vous avez rappelé qu'il était applicable à toute sanction ayant le caractère d'une punition. Il suit de là qu'en considérant par votre décision de 2014 que les principes énoncés à l'article 8 de la déclaration de 1789 ne concernent pas seulement les peines prononcées par les juridictions pénales, mais s'étendent à toute sanction ayant le caractère d'une punition, vous avez rappelé une jurisprudence bien établie. En deuxième lieu, votre décision de 2014 ne modifie pas non plus la portée du principe de l'égalité des peines. Que le législateur doit fixer les sanctions disciplinaires relevant de sa compétence en des termes suffisamment clairs et précis n'est pas une nouveauté jurisprudentielle et n'est au demeurant pas spécifique au principe de l'égalité des délits. Vous avez en effet eu l'occasion de vous référer à plusieurs reprises, même en dehors du domaine répressif, à l'exigence que le législateur adopte des dispositions suffisamment claires et précises ou définisse une mesure ou un critère de façon suffisamment claire et précise. Et vous avez déjà spécialement appliqué ce standard d'appréciation à la définition des peines. Par votre décision du 9 août 2007, vous avez ainsi relevé que les dispositions instituant des peines minimales en cas de récidive étaient rédigées en termes suffisamment clairs et précis. En énonçant que le principe de l'égalité des peines impose au législateur de fixer les sanctions disciplinaires en des termes suffisamment clairs et précis pour exclure l'arbitraire, votre décision de 2014 applique donc là aussi une jurisprudence bien établie. À supposer qu'elle y apporte une précision, celle-ci ne constituerait pas pour autant un changement de circonstance de nature à imposer le réexamen des dispositions contestées, déjà déclarées conformes à la Constitution, comme vous avez eu l'occasion de juger par votre décision numéro 2010-104 QPC. Enfin, votre décision de 2014 ne modifie pas davantage la répartition des compétences entre la loi et le règlement, telle que l'avait fixé votre jurisprudence antérieure, conformément à la volonté du constituant. Il convient à cet égard de souligner d'une part que c'est en termes très explicites que vous avez jugé précisément à propos des dispositions aujourd'hui de nouveau contestées, que la détermination des règles de déontologie, de la procédure et des sanctions disciplinaires applicables à une profession ne relève ni du droit pénal ni de la procédure pénale au sens de l'article 34 de la Constitution et qu'il résulte des articles 34 et 37 alinéa 1er de la Constitution qu'elles relèvent de la compétence réglementaire dès lors que ne sont mises en cause aucune des règles ni aucun des principes placés par la Constitution dans le domaine de la loi. Cette solution n'est nullement isolée mais se rattache à votre jurisprudence constante. Elle correspond à l'économie générale de la répartition des compétences entre la loi et le règlement que le constituant a voulu en matière répressive. Comme vous l'avez jugé dans votre décision 87-151L du 23 septembre 87, le constituant a entendu en matière répressive conférer au législateur une compétence pour la détermination des infractions les plus graves. Vous avez ainsi jugé conforme à la Constitution, par votre décision du 16 août 2007, des dispositions prévoyant une sanction disciplinaire non définie par la loi, mais par le règlement intérieur de l'entreprise. Cette répartition des compétences trouve d'ailleurs à s'appliquer même en droit pénal, puisque la détermination des contraventions et des peines qui leur sont applicables est du domaine réglementaire, lorsque les dites peines ne comportent pas de mesures privatives de liberté. Il est à remarquer d'autre part qu'en énonçant que le principe de l'égalité des peines impose au législateur de fixer les sanctions disciplinaires en des termes suffisamment clairs et précis pour exclure l'arbitraire, la décision de 2014 ne saurait être lue comme ayant implicitement consacré la compétence exclusive du législateur pour déterminer des sanctions disciplinaires.
En effet, vous jugez par ailleurs et de façon explicite, dans vos décisions précitées, que le pouvoir réglementaire est en principe compétent en la matière, dès lors que ne sont mises en cause aucune des règles ni aucun des principes fondamentaux placés par la Constitution dans le domaine de la loi. Si vous vous êtes référé au législateur dans votre décision de 2014, c'est que vous étiez saisi de sanctions disciplinaires prévues par la loi et relevant de la compétence de celle-ci. C'est donc bien au législateur que devait s'appliquer en l'occurrence le principe de l'égalité des peines. Lorsque c'est le pouvoir réglementaire qui est compétent pour instituer la sanction, c'est alors ce dernier qui doit veiller au respect du principe de l'égalité des peines sous le contrôle des juridictions compétentes. Comme l'a jugé le Conseil d'État dans sa décision d'Assemblée du 7 juillet 2004, le principe de l'égalité des délits et des peines implique que les sanctions soient prévues et énumérées par un texte, mais ce texte n'a pas dans tous les cas à être une loi. Ainsi, à tous égards, votre décision de 2014 ne saurait être analysée comme un changement de circonstance de nature à imposer un nouvel examen du deuxièmement de l'article 53 de la loi du 31 décembre 1971, déclarée conforme à la Constitution en 2011. Au demeurant, et en tout état de cause, votre décision de 2011 a déjà jugé que le principe de la sanction d'exclusion devait avoir été prévu par le législateur et que le législateur avait bien entendu, en l'espèce, que les fautes disciplinaires des avocats puissent faire l'objet de sanctions comprenant, le cas échéant, l'interdiction temporaire ou définitive d'exercer leur activité. Pour l'ensemble de ces raisons, le gouvernement vous invite à prononcer un non-lieu à statuer sur la présente affaire. Merci, M. Potier. Bon, nous avons entendu les observations des nombreuses parties prenantes. J'imagine qu'il n'y a pas d'observation, de questions particulières. Alors, nous allons mettre cette affaire en délibéré et nous rendrons notre décision publique le 19 mai à partir de 10 heures. L'audience est levée.